Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle interview sur le plateau Enjeu Pop Corner. On est à Boken Geek et je reçois Joren et Oki. Joren qui est à la tête de Nanashi Édition, Oki qui est auteur aussi, et Oki qu'on a déjà reçu au Japan Tour Festival et qui revient discuter avec nous et qui est mangaka français. C'est ça. Voilà, on dit les termes, on dit Joren aussi un mangaka. Peut-être multicasquette parce que je ne te connais pas encore, on va découvrir tout ça. Okay. Voilà. Je remets un peu de contexte. Oki, du coup, toi de ton côté, il y a Flamme qui est arrivé récemment, mais le manga, moi j'ai regardé ton interview du Japan Tour, fait par mes collègues Pandora et Axel, donc plein de projets. Voilà, là c'est le premier, mais ça ne va pas s'arrêter, on va parler de ça aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu l'histoire de Flamme, on va faire un résumé. Et toi, Joren, il y a tout à apprendre de toi. T'es auteur, t'as monté Nanashi, t'accompagnes aujourd'hui pas que des auteurs de manga, parce que demain on va également parler de romans. Écoute, j'ai envie de te laisser la main. Comment toi t'introduis Nanashi et comment tu te présentes? Alors, je vais me présenter déjà pas en disant le prénom, parce que tu l'as déjà bien dit. Oui. Par contre, je vais corriger un tout petit détail. Je suis pas le président de Nanashi. Ah, excuse-moi. C'est pas grave. Moi, je suis le chef des projets manga. Ok. Et le président s'appelle Florian et c'est lui qui chapeaute tout ça. Ok, donc t'es pas associé du tout, t'as rejoint cette équipe-là? Non. Ou t'étais là dès le début? Non, j'étais là dès le début. Ah, quand même. J'ai été président pendant 7 ans, je crois. Okay. Est-ce que t'as fondé le truc ou ouais. vous avez fait à plusieurs? Non, au départ, je suis parti tout seul. Ah, et puis okay. petit à petit, on a développé et tout. Et maintenant, on doit être... j'arrive jamais à me rappeler le nom, mais on doit bien être une dizaine dans l'équipe, tu vois. Ça commence à être une belle équipe. Ouais, parce que si tu prends en compte, alors on va citer, mais ça va pas parler, t'as Héloïse qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, on mettra des managers, ouais, voilà, et ainsi de suite, t'as chef de projet roman, ok. Ouais, donc il y a eu à un moment donné, il y a eu un besoin vraiment de structurer comme ça avec les différentes phases, parce que vous avez décidé, toi quand tu t'es lancé, c'était full manga? Non, il y avait déjà l'idée, c'était plus sur l'imaginaire. Et le manga, c'était vraiment parce que j'adore ce support, j'adore ce média. C'est le berceau, l'enfance, c'est tous les mangas des années 90, tout ça. Et ça me paraissait important de pouvoir intégrer les deux. Moi, ça me paraît toujours pas incompatible. D'ailleurs, force est de constater que ça ne l'est pas 12 ans après, tu vois. Complètement. Donc voilà. Mais du coup, arrivé à un moment donné, j'ai voulu lâcher la casquette de la présidence pour justement me focus sur mes projets à moi. Ouais, ok. Et sur ce format que tu apprécies, que tu connais aussi, parce que du coup, tu es directement concerné. Ouais, et forcément, si tu l'as ramené, parce que moi, je l'ai forcément oublié. Alors que j'ai. Le manga sur lequel je travaille, l'Hirondelle, je sais pas trop où il faut regarder, mais partout, tu peux regarder partout. Donc l'Hirondelle. Ouais, c'est le projet sur lequel je bosse sur 2 voire 3 projets en ce moment. Okay. Et ça, c'est vraiment le projet sur lequel je travaille le plus. C'est un manga sur le football féminin, français notamment, professionnel. Où on va vivre les aventures de Sharon, cette jolie demoiselle là qui va en chien un peu, parce que les milieux professionnels, c'est pas marrant. Ouais, oui, exactement. Donc, on en reparle sur. Ouais, voilà, pas d'entrée. Je reviens un peu sur ton parcours avant de lancer tout ça. Est-ce que toi, tu avais déjà un profil comme ça à lancer une aventure à la Nanashi ou pas du tout? Tu étais dans un domaine d'activité qui n'avait rien à voir et ça a été une reconversion complète? Alors, de formation, je suis technicien de maintenance. Ça n'a rien à voir. Et la vie a fait que j'ai été... alors, je vais utiliser des pincettes sur le terme parce que moi, j'ai jamais fait de offshore ou de trucs comme ça, mais j'ai été scaphandrier après. Ok. Donc mon boulot c'était de réparer plus ou moins des trucs sous l'eau. Ok. Même si tu passes beaucoup de temps à terre. Hein. Ouais, il y a de la préparation quand même. Ouais, mais même le dernier endroit où je travaillais, on plongeait à 2 mètres. Enfin, c'était assez. Qu'est-ce qu'ils mettaient sous l'eau, les gars? C'est dans un parc et il y avait des animaux, un parc à thème. Ok. Et il y avait des animaux mécaniques et tout ça. Il fallait qu'on les répare. Et ils étaient immergés, donc tu vois, il fallait faire ça. Et sauf qu'en parallèle de ça, à l'âge d'Oki, j'ai été publié sur un roman que j'avais écrit et c'était une super expérience, mais j'en étais pas pleinement épanoui. Donc l'écriture était déjà là, à côté, depuis tout petit. J'ai dû faire mes premières BD à 8 ans, j'ai dû faire mes premiers romans à 10, enfin tu vois, en fait moi mon vrai kiff,
C'est écrire. De créer des histoires. Dessiner, écrire. Ah oui. D'où l'imaginaire. Ouais, je kiffe. Au-delà du dessin, au-delà de la forme, moi, mon kiff, c'est de créer. Moi, ma partie préférée, c'est vraiment quand je crée le scénar. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Avec la volonté d'induire en erreur, tout ça. Enfin bref, créer mon histoire. Et puis, suite à cette expérience, quand le contrat s'est arrêté, je suis parti avec un projet de création de maison d'édition. Avec l'idée d'orienter. À l'époque, l'idée c'était d'orienter les gens. Alors, j'étais parti sur les jeunes à ce moment-là. Pour les former et vraiment d'ouvrir l'éventail pour qu'ils puissent professionnaliser leur démarche. L'idée de base, c'est ça. Puis après, il y a eu plein d'autres profils. En fait, tu pars toujours avec une idée. Ah oui, puis ça évolue, tu t'adaptes un petit peu à la situation. Et puis ça part en couille, quoi. Ouais, mais positivement. En général, positivement. Il y a eu du très bien, du moins bien. Enfin bref, la vie d'une structure, quoi. Ouais, complètement. Et franchement, quand je fais le bilan vite fait, c'est de dire purée, quand j'ai ouvert le truc et tout, il y avait 97% confirme dans les 2 ans. Et on en a 12 et on va fêter les 13 ans l'année prochaine. Mais du coup, l'idée quand tu te lances, c'est pas forcément de t'éditer toi, c'est tout de suite de bosser avec des gens. Oui. Toi, à quel moment tu vas proposer? C'est ta première offre proposée par Nanashi ou t'en avais déjà? Non, j'en avais. Du coup, il y en a eu d'autres. Il y en a eu côté roman également. Ouais, aussi. Ouais. C'est ça. Donc, ça a été, on va dire, un véhicule, mais c'était pas pour toi à la base. Non, pas initialement. Enfin, c'était même dans l'autre sens. Moi, je continuais à envoyer des dossiers. Pour te faire éditer ailleurs. Pour me faire éditer ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce pôle, ce starter. Yes, complètement. Puis voilà. Puis après, c'est vrai que. Voilà, il y a des titres chez Nanashi, tout ça. Là, maintenant, mon projet, comme le dessin, j'ai démarré il y a seulement 6 ans. Là, c'est vrai que j'envoie régulièrement des projets aux éditeurs qu'on connaît tous, Kana, Ankama, Glénat, tout ça. Malheureusement, pas encore. Je pense qu'il manque de la technique, il manque encore plein de choses. Mais moi, je désespère clairement pas d'atteindre cet objectif-là. Et du coup, la philosophie de Nanashi aujourd'hui, ça reste d'ouvrir ses portes justement peut-être à des auteurs qui n'ont pas forcément l'occasion d'être édités chez les gros et de dire regardez, finalement, il y a du talent, il y a des choses à prendre. Moi, en fait, j'aurais envie de laisser Oki répondre. Mais parce que je pense que moi, je peux pas répondre objectivement à ça, tu vois. Est-ce que toi, c'est ce que tu as ressenti dans cette collaboration avec Nanashi? Comment s'est fait le premier contact, etc. Alors complètement, c'est vraiment, je le ressens dans tout ce qu'il veut faire. Je pense que parmi tous les auteurs, je suis un peu dans cette optique-là où c'est vraiment une sorte de gros tremplin de justement pouvoir venir dans ce genre d'événement, pouvoir rencontrer du monde, faire connaître un peu qui je suis, les projets que je fais, etc. Et ça, tout seul, j'aurais pas pu le faire de façon aussi efficace que là, aujourd'hui, avec justement Jorén, Nanashi et les autres personnes aussi qui m'entourent. Et à la base des bases, le projet Flamme, il était complètement improvisé, il était sur les réseaux, etc. Et comme c'est de l'entraînement pour justement viser des plus grandes structures, etc., je me voyais pas présenter un truc que moi personnellement j'avais complètement improvisé. Déjà de base, le présenter à Nanashi, j'étais très mal à l'aise de faire ça parce que c'était vraiment pas... c'est pas que c'était pas mon maximum, mais c'était pas assez sérieux pour le montrer à des gens. Toi, t'avais conscience que tu dis j'en ai quand même un peu sous le pied au-delà de ça. C'est ça. C'est que l'histoire, je l'ai pas écrite, je l'ai pas, à part pour lui expliquer, mais sinon je l'ai pas écrit pour moi, pour savoir ce qui se passe, etc. J'ai pas énormément bossé le chara-design, c'est vraiment de l'improvisation, tout est fait à l'arrache du début jusqu'à la fin. Du coup, présenter ça, c'était gênant, mais il a aimé. Oui, il a senti le potentiel. T'as senti un potentiel? Moi, dans le propos qu'il est en train de tenir, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de dire, on a travaillé sur son tome 1, là on bosse sur le 2, et c'est de dire, là, tes fonds perdus, faut qu'on améliore ça. Il y a tout c'est le fond perdu parce que c'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais c'est aussi l'emplacement des bulles, comment tu gères tes polices, comment tu gères tout un tas de petites choses. Moi, je me sens je veux pas utiliser le terme de papa, mais tu sais, dire, parce que moi, si j'étais bon, je serais édité ailleurs, tu vois. Donc, essayer de les orienter, de les aiguiller, tout ça, tu vois. Parce que je sais de tuteur. Je sais qu'il y a des trucs, là, par exemple, je reviens sur ces fonds perdus, il aurait envoyé ça chez certaines structures, il aurait dit niet, mais il n'aurait pas expliqué pourquoi. Oui. Tu vois. Donc là, tu as les informations qui, toi, vont te permettre
au-delà de proposer ton manga, de progresser en fait. Il y a ce double enjeu qui est hyper intéressant et qui fait que ça peut être à la fois une super opportunité, un peu de tremplin derrière. Moi j'avais noté d'ailleurs que Flamme, tu t'es lancé sur un objectif de 4-5 tomes max, parce que tu as tellement de projets qui fusent en tête apparemment. C'est ça, on est d'accord. Mais ça continue de bosser, là, ça bosse sérieusement. C'est ça, ouais. Bon, là, je suis un peu en pause dessus, mais sinon, ouais, en vrai de vrai, mon tome 2, il est fini. Il faut juste justement revoir tous ces trucs de fonds perdus, etc. Mais sinon, j'ai encore d'autres projets beaucoup plus ambitieux qui, eux, sont préparés déjà depuis très longtemps, qui sont écrits, Là, les chara-design, ils sont réfléchis. Là, il y a vraiment tout un... T'as architecturé, toi. T'as écrit, tu sais comment ça va se passer, exactement, etc. Précisément, certains dialogues, etc. Quand même pas tout pour garder un peu de spontanéité et que ce soit assez fluide et pas trop mécanique. Et voilà. Mais là, pour le coup, ce sera quelque chose après Flamme qui sera vraiment sérieux et j'investis beaucoup dessus. Et ce côté accompagner, donner les informations, etc., ça c'est un truc, c'est pas que pour Oki, vous fonctionnez comme ça de manière générale? Ah bah oui. À partir du moment où un auteur, même sans qu'il nous en fasse la demande d'ailleurs, on va essayer de l'orienter. Ouais. Mais si jamais... En fait, Nanashis, on est hyper roots dans notre fonctionnement. Quelqu'un qui veut... Si on lui dit, bah là, tu devrais peut-être faire attention à cette partie-là, à ce détail-là, on va lui dire, on va le conseiller. Par contre, on essaye de laisser vraiment un maximum de liberté artistique à nos artistes. Ouais. Et dans l'hypothèse où il viendrait à dire non, moi je veux vraiment le garder comme ça et tout, on va lui dire pas de problème, attends-toi quand même à ce genre de retour de la part des critiques à qui on les envoie, de la part des lecteurs, de la part de tout ça. Et un auteur, je dis ça parce qu'après 12 ans c'est déjà arrivé, qui vient nous dire ouais, non, bah oui, mais on t'avait prévenu. Ouais, vous avez donné les infos. On t'a donné l'info. Tu te prends ce scud, il fallait t'y attendre, quoi. D'ailleurs que ça soit, là on a parlé, tu parlais des fonds, etc. sur la partie manga, mais j'imagine pour la partie roman c'est la même chose, c'est-à-dire que vous faites vos retours. Rigoureusement pareil. Voilà, de la même manière. Rigoureusement pareil. Et la question qu'on va se poser du coup c'est, c'est vrai que si on donne la chance comme ça à des jeunes auteurs, est-ce que c'est une part de risque? Est-ce que c'est un risque qui est assumé pour la maison? Comment vous fonctionnez vous derrière? Est-ce que c'est juste que c'est aligné avec votre ligne édito et les gens sont au courant que ils vont éventuellement découvrir de futures pépites et du coup ça marche comme ça ou là encore je pourrais partir sur 2 heures de réponse, tu vois. Mais en vrai déjà il y a quand même des sélections. On ne peut pas prendre tout le monde. Non, déjà pas tout le monde. Parce que franchement par exemple sur un projet roman, c'est pas moi qui les sélectionne les projets de roman. J'insiste vraiment là-dessus. Moi je suis vraiment c'est parti manga. Ouais. Mais je vois comme on reçoit la boîte mail générale. Je vais recevoir les projets de romans aussi, puisque je vais les avoir sous mes yeux. Après, on les dispatche. Enfin voilà. Des fois, je les ouvre. Si tu as une faute par ligne, c'est même pas possible. Voilà. Déjà, il y a des aspects rédhibitoires. En plus, on peut plus, comme au début, se permettre d'envoyer une réponse personnalisée parce qu'on est trop sollicité en fait. Et dès qu'il y a trop de défauts, c'est courrier typé et tout. Par contre, si donc Jennifer qui va présélectionner les romans. Si elle sent que c'est dommage mais qu'il y a quand même un truc, on va lui répondre ce qu'elle a notifié pour qu'il ait quand même des pistes de travail qui sont très subjectives. Ce que nous on va dire, l'autre éditeur va peut-être pas voir ou dire la même chose du tout, mais c'est comme ça que nous on l'a perçu. Après voilà, dans le manga c'est un peu pareil. Nous on va peut-être par rapport à d'autres éditeurs accepter peut-être un niveau de dessin un peu en deçà, si vraiment structurellement on trouve l'histoire plutôt bien échafaudée. Ok. C'est peut-être ce qui va nous démarquer de certains... Parce que toi tu considères éventuellement aussi que dans le dessin il y a une marge de progression, qu'on peut, on peut le travailler et évoluer quoi. Complètement. Moi je te dis, dans l'Hirondelle, là, je suis sur le tome 2 que je trouve plus joli que le tome 1. L'Hirondelle, le tome 1 est plus joli que mes premiers mangas que j'ai fait il y a 3-4 ans, tu vois. Mais ça continue de se développer. On développe tout au long de sa vie. Pour donner un exemple, Renaud Lemaire, il a refait des éditions de ses premiers tomes, tu vois, parce que le chara-design, pour lui, c'était plus possible. Il avait beaucoup évolué son trait, tout ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est le dessin, comme dirait ma tatoueuse,
tu progresses toute ta vie en dessin. Ouais, mais complètement, c'est vrai que... On va peut-être accepter un niveau un peu en deçà par rapport à d'autres structures, mais Ok. Mais ouais, enfin, c'est vraiment ça l'ADN, il faut que les gens ils prennent du kiff, on essaie de les orienter, et puis on en a qui sont professionnels maintenant, notamment dans le roman. Ouais. Donc voilà, alors, ça veut dire qu'ils font ça à temps plein, c'est ça? Ouais. Parce que c'est vrai que les gens ils peuvent s'imaginer, à partir du moment où on est édité, on fait tout ça à temps plein. Non, c'est pas le cas. En fait, la plupart des gens ont un boulot à côté. Je sais pas si Oki se rappelle l'une des premières phrases que je lui ai dites quand on a dit on va peut-être travailler ensemble. Et que je t'ai dit à la fin de ta période, tu auras peut-être juste de quoi t'acheter un. Tu te souviens de ça? Je crois que tu m'avais dit un kebab. Soit ça va marcher super bien, soit ça peut faire un gros flop, tu sais pas. Comment tu gères toi aujourd'hui entre bosser sur tes projets, sur Flamme, sur les projets à côté et continuer à vivre? Je gère pas, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'était un peu en pause. C'est qu'en fait, après le truc, c'est que comme de base j'avais déjà commencé Flamme avant et que j'ai une grande attache pour tout ce qui est authentique et ce qui est là en fait, ce qui sans retouche, sans rien du tout. Donc quand j'ai envoyé le projet, etc., j'avais l'occasion, en plus à ce moment-là j'avais pas encore de boulot, j'avais l'occasion de retravailler les planches et tout, mais je voulais absolument sortir le projet tel que Joren l'a lu, pour un peu montrer plus tard, comme j'ai d'autres projets par la suite, que voici l'évolution. Donc ce qui est un peu marrant, plus ça, c'est que entre la couverture et ce qu'il y a dedans, il y a au moins 1 an d'écart. Ok. Donc ça n'a rien à voir. Et dès que j'ai eu le boulot, donc j'ai pu tout envoyer, j'étais tranquille. En plus ça, j'avais pas mal d'avance sur la suite, puisque c'était d'abord sur internet, donc j'avais 1 an d'avance sur la suite et tout. Le tome 2, encore une fois, il est tout prêt. Ok. Et entre temps, je me suis trouvé un boulot parce que justement, il m'a dit t'auras pas de quoi un kebab avec tous tes trucs. Il va peut-être en falloir plusieurs. Donc voilà, j'ai fait bon, ok. Donc je me suis trouvé un boulot entre temps, sauf que du coup, 35 heures CDI. Ouais. Donc ça prend du temps. Dans le commerce, en plus de ça. Là où avant je pouvais faire un chapitre par mois, mais des chapitres, des fois c'était abusé. Dans le tome 2, il y a un chapitre qui fait 94 pages. Je pouvais faire ça en 1 mois, alors que là, faire 1 page, ça me prenait 1 semaine entière. Donc là, c'était très très compliqué pour moi d'avancer avec une prépublication d'1 chapitre par mois. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard. Même juste le fait de faire la cover, parce que j'ai fait la cover quand j'ai commencé à bosser. Et c'était chaud, ça m'a pris des mois pour faire tout ça. Est-ce que là tu arrives à retrouver un rythme ou c'est encore en rodage? Ah mais là là j'ai quitté mon boulot pour justement avancer sur les derniers chapitres et ça m'a pas réussi parce que le changement de rythme comme ça du tout au tout, c'est pas facile. Passer d'un 35 heures avec des 8 heures par jour et parfois un petit peu moins 7 heures à de minuit à minuit, tu bosses sous ta planche parce que t'as pas un responsable derrière pour dire qui va te dire stop, machin, démarre. Non, faut aller en pause là, non, il y a pas de ça. Du coup, des fois, soit t'es emporté à fond et tu t'en rends pas compte. En plus, tu peux avoir des problèmes de dos, etc. Ce genre de trucs. Soit des fois, juste tu te réveilles trop tard et tu scrolles vite fait sur TikTok. Dans mon cas, je joue un petit peu à Tekken. Et ça me prend toute ma journée et j'oublie de bosser. Je suis en mode non, j'ai pas bossé et tout. Et je me remets dans une sorte de grand rush pendant longtemps et tout, je m'enferme. Pour l'instant, ça me réussit pas. Avant, quand j'avais pas de boulot et que du coup, comme j'avais arrêté la fac, j'étais resté au moins 2 ans sans rien faire. J'ai pu trouver un rythme assez rapidement. Ok. J'avais le temps de sortir, d'aller voir mes potes, d'aller en convention. Pas pour vendre mais pour visiter et en même temps comme je disais un chapitre tous les mois à la même heure qui sortait sur la plateforme et tranquille, j'allais bien. Là le changement des deux là après c'est plus dur, t'en es conscient, tu vas essayer de bosser sur ces aspects là complètement de toute façon j'ai pas le choix. Après je rebondis, c'est une hygiène de vie à trouver, c'est super compliqué. Moi qui fais ça depuis plus longtemps, même encore aujourd'hui il y a des moments où je suis obligé de freiner. Parce que sinon, en vrai, tu fais que ça. Tu te laisses emporter. Tu fais que ça. Moi, je m'impose des pauses, en fait. Tu peux pas... En plus, tu as la tronche collée à la tablette. C'est parce que je dessine sur une tablette graphique. Tu as la tronche collée à la tablette. C'est hyper malsain. Enfin, faut faire des breaks. Faut vraiment faire des breaks. C'est pour ça que Nanashi, il y a cette... comme on a un fonctionnement très route et associatif, puisque c'est une asso, on sait que nos artistes, ils ont un métier à côté, qu'ils ne peuvent pas faire ça à temps plein. De toute façon, on n'a pas les moyens de leur
garantir un salaire fixe, etc. Voilà, c'est ça. Et donc on va pas imposer de deadline, on va vraiment être compréhensif. Vous allez accepter que ils ont leur vie telle qu'elle est. Exactement. Et voilà. Exactement. Par contre, c'est vrai que là où Oki a 200% raison, avec un rythme de vie à la française où tu fais ça en plus en parallèle d'un travail et tout, tu peux clairement pas imaginer partir sur une série fleuve à la One Piece. C'est juste impensable. Tu serais mort avant la fin. Donc, puis même en termes de vente, c'est plus ce que les gens veulent en fait. Ils veulent plutôt des trucs, soit le one shot, soit le truc en 2-3 tomes. 2-3 tomes, c'est ça. Donc ça sert à rien de partir sur un truc fleuve. Et tiens, on va rebondir sur les rondelles. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de la genèse du truc? À quel moment tu te dis tiens, je vais traiter de cette thématique qui est le football féminin et de quoi quels sont les messages que tu as voulu faire passer et comment tu vois cette série-là? Alors, l'Hirondelle, en fait, c'est parti d'un constat parce que premièrement, j'adore le football. Et je suis le football féminin depuis 2010, peut-être même avant, tu vois. Donc je suivais les compètes parce que ça passait pas du tout à la télé. À l'échelle, quand tu le suis, c'est aussi bien national que club? Ah oui. Alors moi, je suis français, mais d'origine belge. Je suis un fervent fan du Racing Club d'Anderlecht. Et je suis les filles, je suis les gars. Même au niveau français, je suis ce que fait le PSG, je suis ce que fait l'OL. Là, tu vois, il faut quand même pas oublier, par exemple, que l'OL... Ils ont remporté, je sais pas combien de Ligue des Champions. Là où Paris, ils ont gagné, chez les garçons, ont gagné leur première. Il n'y a que 2 clubs qui l'ont gagné, Paname. Et c'était incroyable, c'était incroyable. Un match de fou, ça, il n'y a même pas de débat. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça. Et puis, je suis aussi parti dans la psychologie du sport. Je voudrais que ce soit un manga sportif, soit, mais aussi assez psychologique. Et il y a tout un volet de cette partie-là où les gens vont vivre avec leurs doutes, leurs échecs. Et ça, c'est plus moi par rapport à ce que on met toujours une partie de nous dans les titres qu'on fait. Et ça, c'est vraiment la partie de moi artistique. Parce qu'en vrai, pour un succès, tu as 50 gamelles, quoi. Et c'est ça que je voulais vraiment mentionner dans le manga. Parce que Sharon, en fait, va devoir vivre avec ça. Et tout un panel de choses. Je crois que j'ai jamais fait un titre aussi personnel. Je ne m'identifie clairement pas à Sharon, je me sens très bien dans mon corps de garçon, il n'y a pas de problème, mais j'y ai mis ma région natale, j'y ai mis des scènes que j'ai pu vivre étant enfant. Par exemple, le fait que Sharon ait un père qui ne supporte pas le football, c'est clairement mon enfance. Moi, mon père, il a juste jamais voulu, non, le football, c'est mort. Donc voilà quoi. Alors que moi, j'adorais ça. Tu as créé un paradoxe par rapport à ça, toi t'adores. Je tapais un délire. Donc on va vivre les histoires de cette jeune fille, donc Sharon, qui a 16 ans, qui en partant en vacances va croiser sur la plage, alors qu'elle fait un match de foot contre une équipe de gars, un entraîneur de D2 qui a à tout prix besoin d'une joueuse pour le lendemain, parce que c'est le début de la saison et tout ça. Et il y a des choix à faire. Donc j'en dis pas beaucoup plus, mais on va vraiment avancer sur ça, sur le mal-être de Sharon, le mal-être de l'entraîneur, la vie sportive, les échecs, les remises en question, et parler du football féminin français qui pour moi n'est clairement pas, même si ça progresse, assez mis en lumière. Et comment tu visualises du coup ça va être une série? Est-ce que tu as déjà... Toi, t'as architecturé le truc, tu l'as pensé déjà? Comme on disait tout à l'heure, tous les trois, on ne peut plus vraiment imaginer, puis en plus moi j'ai un job à côté, je suis mangaka à mi-temps quoi. Et tu peux pas articuler une série sur un truc fleuve, donc je suis parti dans l'idée de, tu vois, au football, une année on appelle ça une saison, c'est marqué en tout petit, donc là c'est la saison 1, et en fait chaque saison fera à peu près 3-4 tomes, et pourra être lu indépendamment. Comme donc, ça, tu peux démarrer à la saison 3, 4, enfin peu importe. J'ai pas forcément l'intention de les traiter dans l'ordre non plus, tu vois. Donc là pour l'instant je pars sur la première saison qui fera normalement 4 tomes. Puis voilà, en gros la personne elle prend la saison 1, elle lit ses 4 tomes, elle a lu une histoire de A à Z. Elle peut passer à autre chose si ça lui plaît pas. Ou continuer si elle a bien aimé. Et puis on va vivre Sharon qui au début est plutôt une ado. Dans mon projet, si elle arrive à finir adulte, c'est top. Ouais, donc tu vas.
En te laissant différentes possibilités, avec une construction qui est réfléchie aussi par rapport à ses contraintes de vie à côté en fait. Mais clairement, chaque saison peut être lue indépendamment de l'autre. Tu peux démarrer par n'importe laquelle. Ok. Et aujourd'hui, du coup, ça va être vraiment toi ton projet principal. Comment t'articules? Parce que tu dis tu as un boulot à côté. La partie alors quand tu dis ton boulot d'à côté, c'est celui de gestion des mangas chez Nanashi ou tu as un autre boulot aussi à côté? Non, je travaille en tant que salarié quelque part. Ouais, donc ça veut dire que tu as 3 casquettes en fait. J'ai de la chance d'être sur un emploi où je peux être en temps partiel. Du coup, je suis en vrai, je bosse 60 heures par semaine. En vrai. Oui, bien sûr. Mais je vais le lundi, je suis sur mes planches à fond. Mardi, mercredi, jeudi, je suis salarié. Vendredi, sur mes planches. Un peu de Nanashi dans tout ça. Et surtout, ne pas oublier la vie de famille. Je suis marié, j'ai 4 enfants. C'est sûr. Ça, c'est déjà un job à plein temps. Voilà, tu vois. C'est pas toujours facile de tout concilier, d'être là en dédicace et tout. C'est un kiff, moi j'adore. Tout à fait, la présence comme ça dans les conventions, à la rencontre du public, là avec la casquette d'auteur, ça reste toujours quelque chose d'hyper important pour échanger, avoir que ça soit de la découverte, mais aussi des retours. J'imagine, là par exemple quand vous étiez... tu étais aussi sur le Japan Tour? Non, pas cette année. Est-ce que toi tu as pu voir des gens sur plusieurs conventions qui ont commencé un petit peu à te parler du ressenti, qui t'ont demandé quand est-ce qu'il arrive le tome 2 là? Oui, il faut arrêter de me demander ça s'il vous plaît. C'est plus possible. Mais si, en fait comme j'avais déjà fait Korean Tour en début d'année, le fait d'être à Japan Tour, du coup il y a le même public qui revient. Et du coup, des fois, t'as juste des gens qui passent au loin, qui regardent. Bonjour, et moi, quand je suis nul en visage, je fais bonjour, n'hésitez pas à fêter. Oui, mais en fait, on voulait voir s'il y avait le tome 2. Pas de soucis, au revoir. Mais sinon, en vrai de vrai, mis à part ça, oui, j'ai eu pas mal de bons retours positifs aussi. Pour ce qui est de la version physique, en tout cas, puisque Jorine a fait un gros travail dessus. Il y a une partie de moi, bien sûr, mais le physique. Ça change tout dans le rapport qu'il y a avec l'histoire. J'ai l'impression que, sincèrement, depuis que c'est en physique, l'histoire est beaucoup plus prise au sérieux que le public que j'avais en ligne. Genre, j'avais juste des retours en mode c'est bien, mais point barre. Alors que là, c'était la première fois qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas qui, suite à leur lecture là, en plus des fois des pères de famille comme des très jeunes, peu importe, qui m'envoient un message par la suite sur Instagram, des grands pavés où ils analysent le truc pour dire j'ai bien kiffé telle profondeur de tel personnage et tout. Alors qu'encore une fois, moi j'ai pas prévu tout ça, genre c'était juste... et du coup, ça fait plaisir non seulement d'avoir ça, mais en plus, si en bonus je peux les revoir complètement, et rééchanger, par la suite, etc. C'est super cool, des fois même ils font des petits cadeaux et tout, ça fait très plaisir, c'est super cool, vraiment. Et écoute, pour revenir sur le physique, là en 12 ans, est-ce que... Pour revenir sur le physique. En 12 ans, de l'intérieur de la maison d'édition, tu sens il y a toujours une envie, les gens ont toujours envie d'acheter du manga papier, etc. Ou avec Webtoon, etc. Il y a des changements des modes de consommation, notamment chez le public plus jeune. L'édition, moi, ce qui m'a marqué en 12 ans de feedback, c'est que, comme beaucoup d'activités, c'est un modèle économique qui change tout le temps. C'est incroyable. T'as des fois, et en plus, je ressens ça de plus en plus, tu as des accélérations des habitudes de consommation qui sont de plus en plus rapides et qui switchent des fois vraiment de manière assez brutale. Donc ce qui va plaire aujourd'hui, le temps de faire le manga, ça se trouve, ça plaît plus, quoi. Tu vois, c'est hyper... c'est compliqué. Et je sais pas trop comment tourner ça, mais oui, il y a quand même encore un attrait pour le manga papier. D'ailleurs, chez Nanashi, on a plus ou moins abandonné l'idée du manga numérique parce que les chiffres de vente sont vraiment pas derrière. Et ça coûte plus cher en mise en place finalement que ça pourrait en avoir. Carrément. Quand tu décharges un maquettiste pour bosser dessus, en fait, c'est de l'encodage, un livre numérique. C'est ni plus ni moins que... à l'époque, ça fait longtemps que je ne suis pas penché, mais c'est en gros du langage HTML. Je ne veux pas partir en truc trop codé, vite fait, mais c'est du langage Internet, quoi. Et ça prend du temps. Et si à la fin, t'as quelqu'un, un maquettiste qui s'est mobilisé tout ce temps pour rien, ça serait plus efficace sur une maquette papier. Enfin, efficace. C'est efficace ce qu'il a fait. Attention, ma phrase va tourner, mais... On a compris plutôt en fait, même si on est associatif, pour pouvoir financer les autres projets, il faut qu'on génère du cash. Il n'y a pas plus
ça va pas beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé cet aspect important du statut associatif qui est aussi en lien avec les valeurs dont on parlait finalement et la philosophie globale, l'ADN global de la maison, qui reste voilà, une directrice jusqu'au bout et qui fait partie... Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure de la rencontre, je crois que tu as dit... tu l'as... Oui, il m'a rencontré, j'étais en dédicace dans une librairie sur Paris. Alors oui, lui précisément, c'était en dédicace sur Paris, mais la maison de Nanaché, je la connaissais depuis. Ah, tu le connaissais bien avant? Oui, non, si, je connaissais déjà. Parce que tu fréquentais les conventions aussi en tant que visiteur. Donc on vous a vu depuis pas mal d'années. Ah bah oui. Dans les conventions. Et est-ce que le côté... Et la rencontre, il y a tout de suite une discussion, tu t'as montré, est-ce que tu disais je n'osais pas trop montrer, etc. Ou c'est plutôt autour d'un small talk que tu as dit je fais un petit manga et puis toi tu t'y intéressais au sujet? Alors, en fait, quand je l'ai rencontré de base, je faisais partie d'un groupe, d'un média qui parlait du manga français, etc. Ok. Tu t'intéressais quand même aux médias, le manga français de manière générale? C'est vraiment une passion parce que depuis longtemps, en fait, de base, ça m'est venu tout seul. Quand j'avais commencé à dessiner, moi je savais pas que ce que je faisais c'était du manga de base. Juste oui, ça c'est ce que tu nous racontais à Tours. Exactement. Ça aurait pu être à un moment donné, ça aurait pu être de la BD comme du webtoon, n'importe quoi. Et ça s'est retrouvé du manga. Orienté sur du manga et je me suis renseigné dessus, j'ai commencé à connaître 2-3 noms par-ci par-là, je commence à acheter un peu de manga français, surtout à l'époque du confinement parce qu'avant j'avais pas forcément l'occasion, soit je le lisais vite fait, je feuilletais dans certains bâtiments genre la Fnac, etc., dans des librairies, mais avec le confinement je me suis enfin décidé de m'acheter les tomes, Dreamland, Radiant, de fil en aiguille, tu les suis sur les réseaux. Ils parlent d'autres gens, des potes à eux par exemple, chez Rose, de fil en aiguille, etc. À force, je connais plein de gens et à un moment donné, je vois, il y a un tel en dédicace. Je fais ma toute première dédicace où je suis allé. C'était même pas une convention, c'était du coup une dédicace dans une librairie de salon, dans le 17e arrondissement. Super librairie. Dédiée du coup aux univers c'est ça. BD, de la manga, bulle. tout ça. Voilà. C'est spécialisé vraiment dans la bande dessinée et ils sont très très proches des auteurs, que ce soit manga, comics, BDI. Mais moi du coup ma première séance de dédicace je l'ai faite là-bas et ça s'est super bien passé, super cool, super sympa. Et à force, en plus même cet auteur-là, en plus je crois que je me sens que la première fois que je l'ai vu, j'ai même pas osé, c'était mon auteur préféré, c'était ZD. J'ai même pas osé présenter ce que je faisais à ce moment-là quoi. Mais bref, et de fil en aiguille, t'apprends d'autres gens, et encore, et du coup, tiens, il y a lui aussi qui va là-bas, il y a lui aussi. Et à chaque fois de base, c'était quasiment que à Bulle de Salon, après je commençais à aller un peu plus loin. C'est du réseautage en fait. Voilà, de fil en aiguille, tout ça. Du coup, j'ai pu connaître d'autres personnes encore qui parlent aussi du média. Il y avait aussi Charles qui fait Pain sur la planche, par exemple, qui est assez connu. Il y a Manga Made in France aussi qui répertorie toutes les dédicaces qu'il y a. Pour pouvoir suivre, etc. Partout. Du coup, à chaque fois je regardais, je scroll sur sa page pour voir à quel moment il y a quel truc qui se passe dans ma ville ou pas loin, etc. Et je vois qu'à Bulle de Salon, il y a Jorène qui passe. Et du coup, je me dis, vas-y. À ce moment-là, comme j'ai dit, je fais partie d'un média qui en parle. Donc toi, ça t'intéressait d'aller en savoir Exactement, pour pouvoir l'interviewer, faire du contenu, ça. Du coup, je vais le voir, on discute, il me parle de Nanashi, il y a la petite interview qui est là, qui est faite, etc. Malheureusement, qui n'est jamais sortie. Bah oui, j'ai jamais compris pourquoi. Moi non plus, j'ai jamais compris pourquoi. C'est pas grave. Parce que toi, tu redonnais ça aux médias et après. C'est exactement ça. C'est que moi, je viens, je fais mon boulot. Toi, t'es le correspondant, quoi. Et voilà, exactement. Après, j'en profitais beaucoup pour justement rencontrer. Mais de toute manière, voilà, c'est pas en profiter en soi, c'est normal. Tu fais un travail en soi. Donc, avant tout, je reste un fan. C'était pas mal. Ah ouais. Et du coup, j'ai pu discuter avec lui à ce moment-là. Je sais plus si je t'avais montré. Je crois que tu m'avais rien montré à ce moment-là, parce qu'on était assez focus sur la dédicace et tout. Mais par contre, tu m'avais envoyé un mail après. Oui, si, mais beaucoup plus longtemps après pour lui dire que justement, en fait, oui, on s'était rencontrés à tel événement et du coup, aujourd'hui, je me permets de venir pour te présenter à tel projet. Et voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et quand tu le présentes à l'époque, c'est genre sur des écrans, etc., sur tablette. Pour l'instant, c'est que sur. C'était sur Manga Draft. Sur Manga Draft. J'ai mis d'abord le premier chapitre que j'ai mis genre tout exposé, comme ça il n'a pas à aller chercher, etc. Et après j'ai mis le lien au cas où. Ouais, non mais.
c'est intéressant. Les gens ils se disent tiens, comment ça se passe bon, après, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup saisir sa chance et oser un petit peu aussi. Oui, de toute façon, si tu n'oses pas, il t'arrivera jamais rien. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, faut oser. Et Nanashi s'occupe aujourd'hui aussi de la partie du coup événementielle avec ses auteurs. C'est au niveau de la maison que vous proposez, tiens, là on va sur Boken Geek, là on va sur truc, est-ce que tu veux venir avec nous quand tu l'as... Non, c'est pas toi qui l'avais... Non, c'est Axel à Tours. On avait... alors, comme c'est moi le chef de projet manga, j'avais discuté avec la dame de Cultura, parce que c'était avec Cultura. Il allait être accueilli sur le stand de Cultura, donc on avait mis un... Alors tu discutes la remise, tu discutes la plage d'horaire, tu discutes tout ça, puis après, on joue Pop Corner, ils aimeraient bien l'avoir, vas-y, tout. Enfin, du coup, oui, effectivement, mais en relation tous ces éléments-là, et on propose via un groupe WhatsApp où il y a plus ou moins tous les auteurs de la structure. En fait, Nanashi doit y avoir entre 50 et 60 artistes qui travaillent avec nous. Ok. Répartis partout en France il y en a même à l'étranger. Ok. Enfin... Et on propose, on aimerait faire ce salon-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté communautaire, ou même des fois, je pense notamment à Léna, qui propose énormément de trucs, énormément de salons. Et ça, moi, c'est vraiment l'ADN de la structure. Avec Florian, c'est vraiment ce qu'on aime, quoi, de cet échange, ce partage. Pas se la faire perso, quoi. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit vive Nanashi. Vive Nanashi. Comme vous, il y a des gens. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'une maison d'édition qui a une ADN, les gens ils vont s'intéresser. Ah tiens, j'ai bien aimé le manga de Hoki. Je vais aller regarder ce qu'ils vont proposer à côté. Il y a un rebond comme ça qui se fait, même d'un format à un autre. Aujourd'hui, d'ailleurs, en termes de format, c'est manga, roman. Il y a d'autres formes BD, autres. La BD, c'est un produit qui est cher à fabriquer. Très cher à fabriquer, ouais. Et du coup, on a des budgets de cassos. On mange des pâtés qu'au plus. Ça sera mis en Reels et partagé. Il va garder que la phrase. Non, mais ce que j'entends par là, c'est qu'on avait fait une BD. En plus, elle a une histoire, mais je veux pas partir trop en vrille. C'est quelqu'un, le scénariste, est décédé pendant qu'on montait le projet. Oh merde. Ouais, comme tu dis, ouais. Et on avait, avec le dessinateur, on a eu à cœur d'aller au bout, mais un projet de BD, c'est très lourd, très lourd et très cher. Et surtout économiquement, Et on est parti sur un financement participatif. Ah, ok. Et comme tu as pu le constater là au gré de nos échanges depuis tout à l'heure, moi je travaille là, Flo il travaille là, Jennifer elle est là, et en fait on peut pas être partout. Et ça nous a impliqué une lourdeur logistique énorme. Et en vrai, on n'a pas spécialement besoin de faire des Ulule pour proposer des produits de qualité correcte. Je ne vais pas dire de bonne qualité, mais en tout cas de qualité correcte. Ouais, complètement. On n'a pas les fonds pour faire des trucs super chiadés avec des... mais bon, en tout cas, c'est correct, quoi. Non, mais ça fait partie de... Donc aujourd'hui, manga, roman. Manga, roman. On a un peu oublié l'idée de la BD. C'est trop lourd en termes de logistique. Et en termes de... Pour nous, en tout cas. Sur donc, roman, uniquement, on est sur la fiction de l'imaginaire, ou ça pourrait être éventuellement de la non-fiction qui parle des mondes de l'imaginaire? Non. Alors là, on peut pas. Mais en plus, c'est des trucs, on va pas être bon. Par exemple, tu nous envoies un polar... ça va pas être un truc qui va nous toucher. C'est un super genre, le polar, attention. Mais c'est pas dans notre ADN. On va pas bien le mettre en avant. Mais par contre, on va orienter vers des collègues éditeurs qui font ça. Vous connaissez un petit peu, vous êtes en réseau depuis toutes ces années à rencontrer. C'est pas peut-être pas la phrase la plus belle que je vais dire de cet échange, mais là, des auteurs, tu les sens ou tu les sens pas. Et il y en a, on va leur proposer ces structures-là, puis on dit oh là là, lui je le sens moyen. On va voir, parce que tous les auteurs ne sont pas gentils, tous les auteurs ne sont pas bienveillants. Le monde n'est pas le monde des bisounours. Voilà, exactement. Et de toute façon, dans un monde qui est concurrentiel comme celui, les gens, ils ont tous envie d'être édités, ils ont tous envie de faire. Donc forcément que c'est pas facile. Ok, on t'avait demandé un peu tes gros projets, donc on sait que tu as un truc sur lequel tu bosses depuis très longtemps, tu nous en as parlé, voilà c'est ton truc que tu as en tête, tu as envie de le sortir. Donc regardez l'interview du Japan Tour où il nous parle de ça, entre deux parties de Tekken apparemment, où je sais, il vise un niveau national à ce qu'il... Maintenant je me suis mis à League of Legends aussi. Ah oula, c'est pire. C'est pire. Toi, Jorène, même si aujourd'hui, tu es déjà bien chargé avec les rondelles et avec le format en saison, est-ce qu'il y a un petit rêve, un petit truc qui reste dans un coin de la tête en fil rouge et que tu te dis peut-être un jour si j'arrive
à devenir une méga star et me libérer plus de temps, ou te multiplier, peut-être un multiclonage, une connerie comme ça. Est-ce qu'il y aura un truc que tu auras envie de faire? Ah, il y a énormément de trucs que j'aimerais faire. Après, par contre, mon objectif, je vieillis, j'ai passé la barre des 40, et ce serait plus... En fait, je crois que d'être une star et tout, j'en ai pas grand-chose à foutre. Ouais. Par contre, vivre de ça pleinement, ça, ce serait vraiment génial. Ouais, déjà arriver à ce niveau-là. Ouais, il y a plein de projets en parallèle de l'Hirondelle. J'en parle pas trop parce qu'on est sur le montage d'un dossier édito. Il y a un projet de collab aussi. Bref. Oui, il y a toujours ce côté que tu nous parlais au début de cette interview, le fait de tu continues à solliciter d'autres maisons parce que oui, voilà. toi, ça te permettrait en fait être héréditaire et éventuellement de débloquer du temps pour aussi. Voilà. Oui, en fait, oui. Mais je pense que je me fourvoie pas. Aujourd'hui, si tu veux vivre, parce que je mets des guillemets au mot vivre, oui, parce même, que même chez un gros éditeur, t'en baves. C'est même peut-être même non. On n'en sait rien. Mais c'est dur, quoi. C'est très dur. C'est très très dur. Ouais. Des Tony Valent, il n'y en a pas 50. Et non. Ouais, grave. Et trop respect à lui. Moi, franchement, il y a des auteurs absolument géniaux. Enfin, tous les gars qu'il a cités tout à l'heure. C'est ça. Mais même les hommes et les femmes. Ça, même parmi eux, il y en a certains qui, à mon avis, vivotent de ça. Il y en a peut-être en France, il n'y en a pas énormément. Ils doivent se compter sur les doigts de la main, ceux qui peuvent vraiment vivre correctement du truc. Oh oui, et puis peut-être une seule main. Peut-être une seule main. J'arriverai pas à quantifier tout ça, mais c'est très 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 difficile. Donc si tu veux vraiment vivre pleinement de ça, il y a peut-être une acceptation d'une certaine précarité, d'une certaine difficulté. Il y a ça, ou est-ce que toi Oki, est-ce que tu as pensé, parce que là tu disais toi tu avais une activité qui était plus dans le commercial, etc. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je vais peut-être utiliser ce que je vais apprendre pour, je sais pas, accompagner d'autres personnes, ou en tout cas en faire une activité économique autre que celle pure et dure de création, mais créer un lien avec... parce que tu es encore jeune, tu peux faire plein de choses. Ou c'est compliqué? C'est compliqué, hein, mais... En soi, je serais pas fermé à l'idée de partager certaines choses, etc. Quand j'ai envoyé mon dossier d'édition, par exemple, à Nanachi, j'étais en Guadeloupe pour faire un atelier pour des enfants, apprendre à dessiner, etc. Ce genre de choses. En parallèle aussi à ça, quand j'étais encore actif sur le manga, je faisais pas mal de vidéos sur le côté avec des petits tutos. Ouais, la création de contenu autour de ça. Donc en soi, je serais pas fermé du tout. Genre dans un monde parfait, pas dans mon monde parfait, dans un monde parfait sur ma continuité, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, que je bosse, etc. Et avec tout ça, tout ce que ça peut me permettre d'avoir en termes d'opportunités, que ce soit financière aussi, que ce soit dans les contacts et tout, pourquoi pas faire aussi à côté une sorte de petite branche, pas une maison d'édition, mais un peu du même principe que ce que fait Nanachi, c'est-à-dire accompagner d'autres auteurs, mais sans forcément les éditer par la suite. Mais juste la partie conseil que tu as abordé tout à l'heure, c'est ça, exactement. Partager ce que tu as appris. Parce qu'il y a ce truc qu'ils ont au Japon, qu'on n'a pas spécialement en France. En tout cas, c'est très rare dans certaines maisons d'édition, où en gros, en fait, au Japon, il y a l'éditeur, mais il y a aussi le concept de tanto sur le côté qui va accompagner l'auteur pour lui dire, alors pas pour lui dire oui, fais pas comme ça, fais comme ça, mais qui à partir de ce que lui il a, va lui dire ok bon, moi c'est très bien ce que tu m'as fait ou c'est très nul. Je te propose à partir de ce que tu m'as fait de partir sur ça. Je te conseille d'arrondir tel coin, ce genre de truc, etc., etc. Et en soi, il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils. Parfois même des gens, ils n'ont même pas lu Flamme, ils viennent juste directement me demander des conseils. Et le truc, c'est que moi, je leur envoie après des longs pavés, des longs vocaux, et beaucoup de gens pourront le témoigner. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Ça, je le fais plus. En fait, c'est un réflexe. Je peux pas m'en empêcher dès qu'on me demande un conseil. Soit je dis non, en mode ouais, je suis désolé, j'ai pas le temps, etc. Soit j'envoie des longs pavés, des longs vocaux pour tout expliquer. Même si à la fin, le mec, il a rien compris, c'est pas grave, j'ai fait mon boulot, tu m'as demandé des conseils, je t'ai donné, point barre. Et pourquoi pas plus tard faire ce genre de petits trucs où il y a une petite structure à côté, pas forcément en mon nom quoi, mais où des gens pourraient venir présenter un truc en mode oui voilà, j'aimerais me faire éditer et toi tu vas dire, tu vas analyser le truc exactement, donc voilà, je te propose ok, c'est pas mal et tout, modifie tel truc, etc. Ouais, parle plutôt de ça plutôt que ça, etc. Nanani, t'aimes bien ce genre de truc, mets-le plus en avant ou mets-le moins, bref.
Ok, non, mais très clair comme projet, impeccable. Les gars, pour terminer notre interview, il nous reste 5 petites minutes ensemble. On va parler un peu de pop culture de manière générale. C'est ce que j'aime bien poser comme question à tous les invités. Est-ce que vous avez le temps, parce que bon, avec vos vies incroyables, de consommer un peu de contenu, de lire des mangas autres, de regarder des animes, de regarder éventuellement des films et des séries? Et si oui, est-ce que vous avez eu un coup de cœur récemment, une envie, une reco? Ça peut être un coup de cœur all-time aussi, pas forcément récemment. La question commence et après c'est moi qui démarre. Ah là là, mais un truc que vous avez regardé récemment, c'était quand même pas mal. Ouais. Moi, Ton all-time. Alors déjà, le all-time, t'as les mangas comme Dragon Ball, Ranma Anime, Olive et Tom, ça alors là. Ça c'est... Quoi Tu as osé dire non? Oui. T'as dit non sur quoi? Sur Olive et Tom. En fait, on a les mêmes. Et One Piece. Que sur le top 2, sauf lui. Enfin, One Piece, moi j'ai connu One Piece en 2020. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 25 ans, mais j'accrochais pas au trait et tout. Et en fait, voilà. Mais et puis je m'y suis mis parce que je donne des cours de dessin et tout. Et le gamin, il était à fond sur One ça. Piece, ouais. Mais ouais. Et du coup, je me suis parti là-dessus. Quand tu dis à quelqu'un, lance-toi dans One Piece, tu dis, c'est chaud. C'est long quand même. Non, faut qu'il ait vraiment rien d'autre à faire. Mais alors, le one time love la plus ouf, le truc le plus dingue, je le conseille à toute la terre, c'est Red Dead Redemption. Ça, le 1 et le 2, c'est les histoires les plus barrées, les plus classes, c'est vraiment... Avec une réalisation... ouais. Moi je suis très Warcraft, très Zelda et tout ça. Red Dead, ça n'a rien à voir, mais alors Red Dead, c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué. Non, mais trop J'y joue encore d'ailleurs. Je pense, ouais. Et ça met encore une claque à beaucoup de jeux. Ah ouais. Sans problème, même visuellement. Ouais. Non. Quoi non? Je suis pas d'accord. Je m'en fous. J'ai ma liberté de penser. Mais pourquoi pas Red Dead? Pas Red Dead. Pas Red Dead. Bon, pourquoi pas Red Dead? En tout cas, pas le 1. En fait, le 1 est génial, c'est qu'il est vieux, c'est tout. Ouais, il est vieux. Mais il a été remasterisé. Oui. Bon, vas-y. Vu que tu ne fais que de critiquer tous les conseils. Mais que les siens. C'est que les siens. Non, mais c'est à peu près pareil en tout cas pour les deux premiers. Pour ce qui est de Dragon Ball et de Ranma 1/2, c'est vraiment ce qui m'a vraiment bercé quand j'étais petit. Ça, je l'avais noté. Moi, je suis pas du tout Dragon Ball, désolé. C'est pas grave. C'est compréhensible. Non. Le mec, il veut pas. Non, mais pour moi, c'est je sais pas. Il y a eu trop. Oui, Dragon Ball, tout court, le Z qui est adapté. Après, on oublie tout le reste. On oublie tous les univers étendus. On va pas se mentir, c'est moins bien. Il n'y a pas à gamberger. L'œuvre originale, c'est vraiment la meilleure. Il n'y a plus rien qui surprend en fait après. C'est que de la surenchère. C'est sûr. Mais sinon, mis à part ça. En tout cas dans les mangas c'est ça. Plus récemment c'était, je crois j'en avais déjà parlé en plus à la première interview, je crois c'était Dan Dadan qui m'avait pas mal traumatisé. Et après le reste c'est plus dans du manga français, du coup Space Punch qui a vraiment forgé tout mon style graphique en vérité. Là encore plus récemment je me suis mis à Gachakuta où j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, après je vais voir pour la suite. Et là justement le fait que je sois aussi en pause par rapport à Flamme et tout le reste de ma vie, je me suis remis à pas mal de trucs. Là je me suis pris Tekken 8 pour pouvoir augmenter le niveau un petit peu là et je m'entraîne de fou. Et ça par exemple c'est aussi une énorme inspiration. Tekken c'est l'un de mes persos dans Flamme, il est complètement inspiré de Bob. Ils ont le même prénom donc let's go. À un moment donné c'est plus, je le dis ouvertement même dedans, en plus je le dis, je l'écris. Là en plus il y a aussi sur Netflix Dan Dadan l'animé que j'ai commencé à faire. Je crois qu'ils ont parlé de la saison 2 hier, je crois. Ouais, qui est sorti. Non, qui a été teasé hier en tout cas. Qui a été teasé hier. Il y a quoi d'autre? Il y a Alice in Borderland aussi qui m'a beaucoup inspiré. Très cool. Plutôt la partie série, la partie manga. J'ai pas du tout eu l'occasion de regarder. Les deux. Alors j'ai pas fini le manga, mais le manga, en fait j'avais tellement kiffé la série que je me suis mis sur le manga. Et carrément en plus c'était la série qui m'a inspiré aussi Flamme. Genre le début, je voulais faire un truc, j'ai levé la tête s'il y avait ça. Oui, les premières. Oui. Exactement. Excellent. D'où en plus Caro, Piqueur, tous ces trucs là et tout, bref. Très clair. Que je me suis vraiment inspiré. Après niveau jeux vidéo, du coup c'est Tekken. C'est LOL. Non mais il y a qu'un seul mot, c'est Tekken. Il y avait aussi en vrai Red Dead Redemption 2 mais plus tu vois quand tu veux. Alors pas le jeu mais les concepts
Les concept art, les illustrations qu'ils ont fait. C'est vrai qu'ils sont très très beaux. Je me suis complètement inspiré de ça. En fait, le studio qui est derrière ça, Anthrox, c'est un couple ils ont aussi bossé sur GTA à partir de Vice City, San Andreas. C'est pas tout jeune alors. Ah ouais, non, mais ils sont là depuis. Ils ont fait aussi pour Horizon. Excellent. Apex et tout, bref. Ils ont fait tous ces trucs-là. Après, même, ça va en dehors de ça, dans la peinture et tout. Il y a aussi d'autres inspirations. Michelangelo, Leonardo, bref. Trop de gens. Bon les gars, on arrive au bout de cette interview. Merci beaucoup d'être venus en plateau, ça fait plaisir de discuter, c'est passé vite quand même. Ouais, merci à toi. Et avec grand plaisir. Pour l'accueil et tout. Et ben on se revoit dans d'autres conventions pour faire le point sur... Ce qui est bien avec les auteurs et les maisons d'édition, c'est qu'il y a toujours des nouveautés comme ça à discuter, on peut toujours revenir, ça avance. Merci beaucoup les gars, on retrouve Nanachid demain pour parler roman avec Axel dans l'après-midi. Qui seront les auteurs ? Il y aura Cécile et Sophie. Et bien Cécile et Sophie, ça sera demain. On vous met un petit reportage qu'on a tourné tout à l'heure sur la partie Lego de Boken Geek. Let's go.